Hier, mon collègue de la direction de la promotion des investissements du ministère de la promotion, comme Moustapha Diop, ont vraiment parlé de la situation économique du Sénégal, de la population, également des paramètres liés à la croissance. Mais sur l'agriculture, bon, c'est revenir peut-être sur la contribution au PIB qui est autour de 10%, avec essentiellement des cultures autour donc, de cultures céréalières, des cultures de rente, et également des cultures horticoles. Mais pour l'essentiel, la production agricole au Sénégal est le fait en tout cas d'exploitation familiale, d'exploitation agricole familiale, qui sont essentiellement des exploitations privées. Et ces exploitations, en tout cas, ont une faible productivité et à travers cette productivité, on a un niveau de revenu assez faible donc qui émane un peu de ces exploitations. Et c'est une source également d'immigration massive puisque les activités se tiennent sur une période de temps assez courte dans l'année, c'est 5 mois. Cela constitue un problème alors que plus de la moitié de la population est impliquée dans un secteur pareil. Si on veut inverser la tendance, en tout cas avec des taux de croissance élevés au Sénégal, on est obligé en tout cas d'inverser cette tendance. Fort heureusement, le Sénégal, c'est un pays qui est doté en ressources en terre. Ça a été dit hier, je le répète simplement, plus de 3 millions d'hectares de terres cultivables, dont pratiquement que la moitié est mise en valeur aujourd'hui. La disponibilité en eau également est importante. C'est des eaux souterraines et des eaux de surface. Un potentiel global de 35 milliards, notamment 31 milliards de mètres cubes d'eau de surface, donc c'est les fleuves essentiellement, et 4 milliards de mètres cubes d'eau, c'est les eaux souterraines qui se renouvellent tous les ans. Et lorsqu'on s'interroge sur le niveau de mobilisation de cette ressource, elle est inférieure à 10% pour l'irrigation. Je pense que donc il y a là un paradoxe à corriger. Le climat également est propice à l'agriculture parce qu'au Sénégal, on a un ensoleillement permanent. Simplement, si on reste dans l'activité pluviale, on est limité, mais dès lors qu'on intègre la problématique de l'irrigation, on a la possibilité de produire toute l'année. Et on est dans un pays aussi où l'investissement est possible, compte tenu de la stabilité, de la position géographique. On l'a dit hier aussi, une position stratégique qui est centrale, qui permet en tout cas, à partir du Sénégal, de rayonner dans le monde par l'exportation de produits agricoles. Il y a le fonds GIP, dont le directeur est ici présent. Il y a également le fonds 6, la BNDE qui intervient également pour le financement des PME. Alors, pour le secteur agricole, il y a secteur agricole au sens large, je veux dire. On parle ici de production végétale, de production animale et également production animale, élevage comme pêche. Il y a des créneaux porteurs vraiment sur lesquels les gens peuvent investir. C'est dans le domaine de la production de céréales. Aujourd'hui, on a un grand programme d'autosuffisance en riz, où l'État vise un peu l'autosuffisance en 2017. Donc c'est un créneau vraiment dans lequel on attend de l'investissement de la part des Sénégalais de l'extérieur comme d'autres partenaires. Mais c'est également dans le secteur horticole, la production de fruits et légumes, qui constitue un secteur en tout cas prioritaire pour le ministère de l'Agriculture en matière d'exportation. L'aquaculture également est un secteur à développer et aujourd'hui le développement de ce secteur est assez timide au Sénégal. Or les pays qui se maintiennent aujourd'hui en matière de produits de la pêche, c'est des produits qui s'appuient sur l'aquaculture. Je pense que c'est un créneau qu'il ne faut pas laisser en rade. Ensuite, il y a tout ce qui est les services d'accompagnement à l'agriculture. C'est les services de production de semences, donc les intrants, mais c'est également les équipements et le matériel agricole. Dans toutes ces filières, il y a des créneaux d'investissement. C'est également dans le domaine des semences, parce que les semences, pour l'essentiel, sont importées au Sénégal, alors que nous avons une base, en tout cas,
pour développer la production de semences certifiées. Ces conditions, en tout cas, permettent aujourd'hui de placer le Sénégal dans la situation d'émergence en développant donc un cercle vertueux. C'est ce que le plan Sénégal émergent, en tout cas, est en train de promouvoir à travers donc, un développement de l'agriculture pour une sécurité alimentaire, mais au-delà de la sécurité alimentaire, mais c'est de conquérir d'autres marchés pour donc, notre pays. C'est donc de développer la maîtrise de l'eau et donc d'aller sur des créneaux de haute productivité, donc pour vraiment attirer les forces vives et renverser la tendance et aller donc sur une croissance qui peut être une base d'industrialisation. Le plan Sénégal émergent pour l'agriculture, pour nous c'est le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise qui est le PRACAS, qui a des objectifs de production à l'horizon 2017 pour notamment le riz, qui est un produit de consommation assez courant au Sénégal. C'est un objectif de 1,6 million de tonnes à atteindre en 2017. Pour l'oignon également, il faut atteindre un niveau de 157 000 tonnes par an. Il y a également les fruits et légumes pour lesquels il y a un programme de promotion de l'exportation des produits horticoles qui compte en tout cas atteindre un niveau de 150 000 tonnes d'ici 2017. Et il y a également l'arachide qui est une production traditionnelle au Sénégal qu'il faut donc continuer à soutenir parce qu'elle constitue une base en tout cas pour l'économie agricole dans certaines régions. Donc ces opportunités en tout cas ouvrent des portes pour le développement en tout cas d'aménagement. Donc nous en tant que service public d'État, nous intervenons donc dans la création de fermes modernes, mais également dans l'accompagnement des privés qui s'installent dans l'agriculture. C'est à travers donc des exploitations qui sont basées sur la maîtrise de l'eau, mais également l'utilisation de technologies telles que l'irrigation goutte à goutte, l'irrigation par aspersion ou d'autres technologies. Mais c'est également être dans l'intégration des productions végétales comme production animale. Donc dans les fermes, on peut développer à la fois des productions autour de l'horticulture, sur des produits comme l'oignon, la pomme de terre, la carotte. Pour tous ces produits, il y a encore des importations au Sénégal, alors qu'il y a des possibilités en tout cas d'en produire localement. Hier, on a parlé également beaucoup de solaire, mais il s'agit là également d'aller sur la production d'énergie à partir du solaire, qui est vraiment une ressource qui est disponible et qui est en tout cas à bon marché pour nous et qui peut jouer sur la compétitivité de nos produits. Puisque quand vous regardez les coûts de production, 30 à 60% de ces coûts sont liés à l'énergie. Donc si on arrive à développer des exploitations à base énergétique solaire, on rend davantage compétitifs les produits issus de nos fermes. Donc nous réalisons des fermes à hauteur de 1 hectare qui sont des fermes familiales, donc qui peuvent satisfaire des exploitations de petite dimension, 1 hectare, 2 hectares. Il y a des fermes de plus grande taille qui font 15 hectares à 50 hectares. Nous intervenons également dans ce que nous appelons des aires agricoles émergents, qui sont des zones où aujourd'hui des Sénégalais privés commencent à s'installer et ont besoin d'être structurés, ont besoin d'être accompagnés au plan des infrastructures, en tout cas structurantes. Et il y a le programme des domaines agricoles communautaires qui est actuellement mis en œuvre également par le PRODAC, qui constitue un des éléments assez importants pour la mise en œuvre d'activités dans le secteur agricole. Mais aujourd'hui, le secteur agricole, c'est un secteur rémunérateur. Pour quelqu'un qui investit dans des filières comme le piment, vous pouvez avoir des revenus nets à l'hectare de plus de 3 millions. Pour d'autres cultures comme l'oignon, c'est autour de 2 millions à l'hectare. La tomate également, 2 millions à l'hectare. Sur la production animale également, c'est des créneaux qui peuvent vous apporter des revenus autour de 5 000 à 7 000 par jour si vous avez un effectif limité, mais sur des races productives, en laitière. Sur l'aquaculture, je peux en dire autant. Sur des bassins piscicoles, on peut faire des revenus à l'hectare autour de 5 à 10 millions, selon donc l'intensité de la production qu'on met en œuvre. Je pense que c'est vraiment là des pistes en tout cas qu'il faut explorer pour ceux qui sont en tout cas
dans le besoin d'investir dans le secteur. Mais ce n'est pas seulement dans la rentabilité à l'hectare ou dans les petites exploitations qu'il faut apprécier le caractère rémunérateur de l'agriculture. Mais aujourd'hui, quand on regarde le marché export des produits agricoles du Sénégal, on se rend compte qu'on est parti d'une exportation concentrée sur 2 produits, haricots et melons. Aujourd'hui, on est plus de 7 à 8 produits qui sont donc la mangue, le melon, la tomate, le maïs doux et d'autres produits qu'on peut promouvoir. Je pense que pour aussi des opérateurs espagnols qui sont intéressés par l'investissement dans l'agriculture au Sénégal, sachez qu'il y a vraiment des marges de progression à travers donc la diversification dans la production horticole comme dans la production arboricole. Quand on regarde les exportations sur la période de 2004 à 2015, on a une progression assez remarquable, une progression de 500% et qui met en évidence un peu l'émergence de nouveaux produits qui sont en tout cas exportés sur des marchés. Et c'est des marchés de l'Union européenne pour l'essentiel qui concentrent les exportations. Et en jaune, on a l'Espagne qui représente 22% des exportations de produits horticoles à partir du Sénégal. Aujourd'hui, le Royaume d'Espagne est un partenaire naturel du Sénégal, donc dans la politique agricole. L'Espagne accompagne le gouvernement dans l'investissement dans des projets agricoles, mais il y a également des privés espagnols qui sont installés au Sénégal, qui produisent et qui exportent. Nous avons également d'autres projets qui peuvent permettre aux jeunes qui veulent retourner au Sénégal de s'insérer. Et je disais encore au coordinateur, au représentant de l'ANIDA qu'il a oublié de citer le PAPEJ, le programme d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes dont je suis le coordinateur national et qui a été financé par la BAD pour un montant de 18 milliards. Et le PAPEJ est un projet qui présente énormément d'opportunités dans la chaîne des valeurs agricoles. Ce n'est pas moins de 166 fermes qui sont prévues dans le cadre du PAPEJ. Dans le cadre du PAPEJ également, c'est une ligne de financement de 4 milliards qui est mise à la disposition des Sénégalais où qu'ils puissent se trouver pour porter des initiatives économiques qui pourraient être accompagnées par l'ANPEJ. Nous avons également d'autres programmes avec le système des Nations Unies, un programme conjoint qui intègre la variable migratoire, tout cela également orienté vers l'encouragement au retour des jeunes Sénégalais qui sont au niveau de la diaspora, pour que si les jeunes sont intéressés à rentrer au Sénégal, qu'ils puissent trouver des structures, des mécanismes d'accompagnement qui pourraient les accompagner. Un jeune Sénégalais qui réside ou qui est de la diaspora, qui a des informations, il peut aller sur le site de l'ANPEJ, www.anpej.sn. Il peut appeler sur le numéro vert de l'ANPEJ 800 800 600. Et là, il a toutes les informations qui pourront l'aider à être orienté. L'ANPEJ accompagne également dans le domaine de la formation, parce que si on veut développer sa propre entreprise, on a souvent besoin de formation en entrepreneuriat, de formations techniques, de formations en management. Et là également, nous avons des outils qui nous permettent d'accompagner les jeunes qui sont intéressés. Le troisième axe d'intervention, c'est le financement. Nous avons au niveau interne un fonds de financement de l'entrepreneuriat jeune qui a démarré avec une mise de 1 milliard et sur lequel on a déjà financé plus de 300 projets. Nous avons un fonds de garantie à l'auto-emploi des jeunes que nous avons mis en place avec le concours du FONGIP pour un montant de 2 milliards. Au niveau du PAPEJ que nous avons également l'honneur de coordonner, c'est une ligne de financement de 4 milliards qui est mise à la disposition des Sénégalais pour pouvoir porter leur initiative économique. Il arrive qu'il y en a également d'autres programmes, comme je viens de le dire, le programme conjoint avec le système des Nations Unies, le PAPEJ qui développe presque 166 fermes agricoles, et donc d'autres programmes qui permettront dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine des services, dans le domaine de l'agrobusiness, qui permettront aux Sénégalais qui le souhaitent demain de venir disposer des services de l'ANPEJ. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, merci. Le directeur général du FONGIP, donc à la parole. C'est vrai que Sénégalais de l'extérieur, j'ai appris qu'il faut dire Sénégalais de la diaspora, Sénégalais de l'extérieur, FOGARIS, ou qui est destiné à financer les investissements, les projets d'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Il y a le FOGALOG qui
qui est un fonds aussi de garantie, qui est aussi adressé aux Sénégalais de l'extérieur. Nous savons que les Sénégalais de l'extérieur, pour la plupart, n'ont pas de revenus réguliers, n'ont pas de bulletin de salaire, donc il fallait les rendre, entre guillemets, solvables dans les banques pour qu'ils puissent accéder à des crédits de 20 à 25, de 15 à 25 ans pour acquérir leur logement tout de suite. Donc nous l'avons mis en place avec la BHS également. Le FOGADEV également, qui est le fonds de garantie pour le développement des industries, et enfin le FOGAREJ pour les jeunes, pour tous les jeunes du Sénégal, et les jeunes les Sénégalais de l'extérieur jeunes aussi sont concernés. Donc avec des montants pour le FOGARIS entre 0 et 1 milliard de financement, et je suis heureux de nous le rappelons tantôt, des projets des Sénégalais de l'extérieur, États-Unis, Italie. C'est vrai que je suis désolé, je n'ai pas encore de projet pour l'Espagne, mais j'ai déjà financé 1,4 milliard de projets de Sénégalais de l'extérieur avec des montants de 300 millions déjà pour des projets de Sénégalais venant des États-Unis qu'on avait seulement rencontrés il y a pratiquement 3 mois lors du Forum économique aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, quelques résultats pour finir un peu. Nous avons reçu, parce que c'est important et beaucoup de compatriotes m'ont interpellé tantôt parce que j'étais là il y a quelques mois. Leurs dossiers ne sont pas encore au FONGIP et la lenteur était décriée. Il faut comprendre que le système, l'adoption du système second rang implique de convaincre d'abord la banque avant de venir convaincre le FONGIP. Donc c'est important que la diaspora le comprenne ainsi. Le FONGIP dit « je mets un fonds de garantie pour les Sénégalais de l'extérieur logés à la banque ». Donc on l'a là-bas. Mais c'est le Sénégalais, c'est le porteur de projet qui doit venir convaincre la banque d'abord en lui disant « j'ai un projet, je veux faire tantôt, mais je veux bénéficier du fonds de garantie FONGIP ». Et une fois que le projet est bancable, la banque nous envoie. Donc ce processus entre le porteur et la banque peut prendre un an, puisque la banque va demander un apport, la banque va demander un certain nombre de critères qui peuvent prendre un an. Donc nous, on peut accompagner justement à travers notre réseau, à travers nos cabinets privés, le porteur a structuré son projet avec la banque, mais ce n'est pas pour l'instant, à ce stade-là, la responsabilité du FONGIP. Nous avons signé des conventions de performance avec les banques. Tout projet envoyé par les banques, déposé par les banques pour demande de garantie, s'il n'y a pas de réponse pendant 30 jours, c'est réputé la garantie acceptée. Donc c'est clair. Donc ça veut dire que tout projet qui est déposé par la banque, 30 jours, si nous ne répondons pas, la banque considère que c'est accepté. Donc cela veut dire qu'un projet ne peut pas rester, un projet bancable ne peut pas rester plus de 30 jours au FONGIP. Donc aujourd'hui, nous avons reçu donc des banques en totalité pour 2 ans d'activité. Donc nous avons démarré nos activités en mars 2014. Donc un peu moins de 2 ans. Donc 102 dossiers pour la garantie. Nous avons traité 93 dossiers qui étaient complets pour un montant de financement de 10 milliards 240 millions. Et les 1 milliard 400 de la diaspora sont inclus dans ces 10 milliards. Nous avons reçu des groupements de femmes, j'ai dit tantôt le refinancement du système décentralisé, et ça c'est important pour la diaspora. Nous avons signé récemment avec la mairie de Diop à Fatick, où par la diaspora, ils ont pu mobiliser 10 millions de francs en mettant dans un fonds réserve. Avec le concours du FONGIP, nous avons pu négocier avec une institution de microfinance à mettre en place une ligne de 80 millions. Parce qu'il y avait 80 millions pour les ressortissants de cette commune, parce que la diaspora de cette commune a pu mobiliser 10 millions en fonds de réserve. Donc c'est important de transformer un peu les envois dans des activités génératrices de revenus. Donc 17, il y a aujourd'hui, pour 455 GE ont été financés pour un montant de 2 milliards 350 millions. Donc 2 milliards
350 millions. Donc, pour finir, les investissements des Sénégalais de l'extérieur on a pu avoir 17 projets pour les 1 milliard 470. Ils ont pu générer 408 emplois et concerne exclusivement, d'ailleurs c'est dommage, je ne pourrais pas citer plus de pays que ça parce que on va d'ailleurs publier prochainement les résultats, en tout cas tous les projets financés, parce que je le dis, comme à l'instar des grandes institutions internationales, nous sommes un fonds public et la destination des fonds publics doit être connue par tous les Sénégalais. Donc nous allons publier en fin d'année l'ensemble de tous les bénéficiaires qui ont été garantis par le FONGIP et vous pourrez voir les secteurs d'activité concernés, vous pourrez voir les montants pour que vous puissiez aussi développer cela. Donc les pays qui sont concernés pour l'instant, c'est Italie, Suisse, France et États-Unis. Donc j'espère que la prochaine fois que je viendrai en Espagne, en tout cas il y a des projets portés par des ressortissants d'Espagne qui sont dans le pipe, donc qui sont en phase d'arriver dans le FONGIP. J'espère que la prochaine fois, je pourrai détailler ces projets. Je suis désolé, j'avais préparé une présentation PowerPoint. Monsieur le Président, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Non, merci. Le document final va parvenir à tout le monde. Hein. On fait quelque chose de symbolique pour qu'on montre qu'on a travaillé. Hein. Le forum a été. Maintenant, bon, par la suite, on va vous envoyer des choses. Il y a conclusion générale, recommandation et perspective. Le forum donc s'est tenu les 4 et 5 à Barcelone, en Catalogne, sous la présidence effective et active de Mme Khoudia Mbaye, ministre de la promotion des investissements, des partenariats et du développement des terres et services de l'État. Il s'est déroulé en partenariat avec le FOMENT, donc la patronale espagnole, la CASC et une implication des coordinations, fédérations, associations de Sénégalais de la diaspora d'Espagne. Le forum s'est tenu avec une participation massive et dynamique des entreprises d'Espagne et singulièrement de Catalogne et de Valence. Il a connu une mise en évidence des avantages et opportunités ouvertes par le PSE au travers du discours introductif d'ouverture de Mme le ministre Khoudia Mbaye, du directeur de la promotion de l'investissement et du chef du marketing de l'APIX, avant que l'ensemble des expériences croisées d'entreprises espagnoles au Sénégal et sénégalaises en Espagne et au Sénégal ne puissent, y compris la présentation de projets espagnols vers le Sénégal, ne puissent donner au forum une dimension d'interaction ouvrant une perspective de travail pour l'Espagne et les entreprises privées au Sénégal. Le forum a insisté sur la nécessité de valoriser et capitaliser l'expérience et l'expertise de la diaspora, entre autres, et surtout de mettre en synergie les associations, les acteurs économiques de la diaspora avec les institutions publiques chargées du développement, aussi bien au Sénégal qu'en Espagne et singulièrement en Catalogne, dans la perspective d'un développement concerté et mutuellement avantageux. Le forum a insisté sur la nécessité d'une amélioration de l'organisation des partenariats et de l'opérationnalité du projet de transfert par voie bancaire de la diaspora. Sa place dans le PIB montre son importance pour le développement et pour la réussite du PSE parce qu'il dépasse aujourd'hui 10,2% du produit intérieur brut. Le forum a insisté sur la nécessité d'une amélioration de l'accueil administratif des initiatives privées venant d'Espagne, soit de la diaspora ou des entreprises espagnoles, dans la perspective d'une meilleure capitalisation des avantages et opportunités ouverts par le PSE et induites aussi par les réformes pour améliorer le climat des affaires. Le forum a insisté sur la nécessité de faciliter l'information
et l'accès au financement aussi bien pour la diaspora que pour les entreprises privées, notamment les leviers bancaires pourront y faciliter. Il a demandé la nécessité aussi de concrétiser les opportunités de coopération décentralisée en donnant toute sa place dans ce cadre-là aux liens directs de localité à localité, d'institution à institution et d'entreprise à entreprise. Au niveau des recommandations générales, une partie a été déjà établie. La nécessité d'une mission d'exploration, de partenariat et d'investissement au Sénégal, impliquant l'ambassade du Sénégal, le ministère de la promotion de l'investissement, les entreprises et banques et banques privées, les entreprises privées et banques, et les institutions régionales et nationales intéressées. Le forum a insisté sur la nécessité d'une synergie très forte entre la diaspora et les institutions publiques de Catalogne dans la perspective d'une meilleure capitalisation des opportunités ouvertes par le développement, par la coopération. Il a insisté sur la nécessité aujourd'hui pour l'État du Sénégal d'accompagner au plus près le processus en cours de la formalisation d'un projet pour tirer le maximum du système de transfert d'argent. Dans ce cadre, la présence de l'État du Sénégal au travers de la microfinance a été effectivement saluée. Le forum a insisté sur la nécessité de mettre en place un comité de suivi qui permettra de voir toutes les possibilités ouvertes par les volontés exprimées, les projets présentés et les perspectives données par le PSE pour les entreprises privées d'Espagne ici présents, mais aussi pour l'ensemble des acteurs de la diaspora, qu'ils soient associatifs ou privés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense qu'il a fait une belle synthèse de ce qu'on s'est dit depuis hier. Mais on n'a plus que 4 minutes, Son Excellence et moi-même. Excellence, vous avez la parole. Je vais aller très vite, Madame la Ministre. Mesdames et Messieurs, nous venons de boucler 2 jours d'échanges fructueux sur la thématique avantages et opportunités d'investir au Sénégal dans le cadre du PSE. Cet exercice est loin d'être un simple rituel, comme l'air du temps semble y complaire certains. Au contraire, il procède d'un préalable pour une nation jeune qui a identifié sa voie, celle de la croissance économique pour une société apaisée, démocratique et inclusive. Nous n'avons pas de doute qu'une telle voie, qu'un tel chantier exige une floraison de 1001 efforts. Ces efforts ne peuvent pas être le fait des seuls Sénégalais. Nous pensons qu'il y a de la place pour nos amis et partenaires extérieurs. La présence parmi nous de Madame le ministre Khoudia Mbaye est révélatrice, à souhait de la volonté du gouvernement du président Macky Sall de s'ouvrir au capital et au savoir-faire des entreprises et investisseurs du monde, et particulièrement de l'Espagne, qui reste le pays de l'Union européenne le plus proche du Sénégal. Des idées pertinentes ont été formulées durant ce forum, s'agissant du mode opératoire de la poussée des investissements espagnols au Sénégal. Ces idées seront une des clés de voûte de la feuille de route du bureau économique de l'ambassade pour les mois à venir, certainement. D'autres réflexions ont également germé à propos des voies et moyens pour porter les communautés sénégalaises et espagnoles dans nos pays au cœur de la coopération et des relations économiques et commerciales bilatérales. Ces réflexions devraient, à mon sens, constituer la seconde clé de voûte de l'action du bureau économique. Au total, je voudrais me féliciter du succès éclatant de ces 2 journées d'échange entre les forces vives de l'entrepreneuriat hispano-sénégalais. Qu'il me soit également permis de réitérer nos remerciements à Madame la Ministre pour sa présence, mais surtout pour son leadership de qualité. Ces remerciements vont également à tous nos amis venus de Dakar. Enfin, je voudrais exprimer ma gratitude aux autorités espagnoles, tant au niveau national qu'au niveau de la région de Catalogne. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Excellence. L'essentiel a été dit, il me semble, par Monsieur le ministre, chef du bureau économique à l'ambassade du Sénégal en Espagne, et par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. S'il
fallait faire un résumé, ce résumé a été fait. Je vais juste avoir quelques considérations générales. Je disais ce matin que le retard n'était pas l'émergence. Donc, du point de vue du retard, du point de vue de l'organisation, nous devons nous améliorer, n'est-ce pas? Nous devons améliorer notre façon de fonctionner. Pour vos considérations, elles sont résumées dans le texte des recommandations formulées par M. Diallo. Nous avons, disons, eu des échanges particulièrement fructueux dans les domaines économiques qui ont embrassé essentiellement toutes les politiques du PSE en termes de moteurs de croissance tels qu'ils sont définis dans le PSE, dans le domaine de l'habitat, avec les objectifs quantitatifs dits et les moyens d'y arriver, avec notamment les instruments financiers que sont les banques, pas seulement la banque de l'habitat, banque dédiée, mais aussi les lignes qui sont dans les banques commerciales. Je crois que la présence de nos amis de Attijari et leur intervention le disaient très bien. Nous avons les mécanismes de financement qui ont été passés en revue, présentés, ceux qui ne sont pas là, comme le fonds 6 mis en place par son Excellence le Président de la République, mais qui accompagne les gros investissements. Mais le fonds GIP qui est là, la BND qui n'est pas là, mais qui a été dignement représentée, il me semble, par le fonds GIP, l'ANPEJ et les différents instruments qui sont logés au niveau de cette autorité-là, tous les fonds de financement de l'emploi des jeunes, le PAPEJ, etc. Nous avons d'autres instruments techniques, cela, comme ANIDA, enfin disons, toutes les structures, je ne parle pas de l'APIX, qui est membre de mon ministère et qui est la porte d'entrée des investissements au Sénégal. On a parlé de toutes ces questions-là. On a parlé de formation et de culture, cette dimension qui manque souvent, mais l'intervention, les avant-dernières interventions ici ont prouvé que c'était des dimensions importantes et que par cette entrée-là, on pouvait, nous, être présents et significatifs dans la coopération décentralisée avec les pays du Nord, et en tout cas en particulier avec l'Espagne, dont je ne reviendrai pas sur les similitudes, sur les rapprochements avec le continent africain et avec le Sénégal en particulier. On a parlé même du genre, n'est-ce pas, et de l'équité. Laquelle équité, il me semble, vous intéressera particulièrement lorsque vous saurez qu'au quotidien, y compris par exemple sur les questions d'électrification rurale, le président de la République, son Excellence Macky Sall, nous dit « Moi, je gère l'équité sociale et l'équité territoriale ». Vous êtes intéressés parce qu'en général, la diaspora doit se reconnaître dans toutes ces politiques qui se font et qui se font sur le territoire, alors qu'eux contribuent à la fixation des populations dans les terroirs par les revenus qu'ils injectent dans ces terroirs-là. Bref, j'ai noté un engagement de toute la communauté de la diaspora qui est venue ici répondre et attendre, mais un engagement des partenaires espagnols qui sont venus nous tendre les mains, qui sont venus chercher avec nous à assumer le développement durable de nos pays. Évidemment, tout cela est important, tout cela appelle aussi, disons, des changements positifs de paradigme, y compris des changements de l'homme, du citoyen sénégalais. Ce sont des choses importantes que nous avons remarquées et pour lesquelles nous devons prendre acte et prendre date. Parce que prendre date aujourd'hui, c'est s'engager dans la direction de la mise en place de ce comité de suivi qui, en tout cas, de mon côté, aura un répondant au niveau de l'APIX et accessoirement au niveau central avec la direction de la promotion des investissements, mais
qui appelle aussi la mise en place de plateformes. Des plateformes qui vont permettre à l'ambassade, au bureau économique, d'être en relation bilatérale avec l'ensemble de ces structures à faire de la facilitation entre ces structures et les structures d'Espagne ou de la diaspora. Quand je dis d'Espagne, c'est de la diaspora et des entreprises espagnoles qui veulent faire des affaires chez nous. Faire des affaires chez nous, c'est se retrouver en partenariat gagnant-gagnant, mais en partenariat gagnant-gagnant, c'est partenariat gagnant-gagnant pour les entreprises qui font des affaires, la diaspora qui veut faire des affaires, l'État sénégalais qui veut gagner, les entreprises sénégalaises qui vont gagner, mais aussi les communautés qui, in fine, sont les destinataires de notre action, destinataires de notre engagement et pour lesquels nous devons réussir, mais réussir ensemble. Je voudrais terminer par remercier tous ceux qui sont venus du Sénégal. Clairement, ils ont dû sacrifier une bonne partie de leur agenda pour être là. Messieurs les directeurs nationaux, les directeurs généraux, je vous remercie. Je remercie bien entendu les gens de l'ambassade pour leur engagement, pour leur, disons, implication dans les politiques publiques au niveau de la mise en œuvre de la politique publique dont il faut relever évidemment le défi. Je voudrais également remercier les opérateurs économiques espagnols, ceux qui ont déjà été, qui sont là-bas, qui sont tombés amoureux de notre pays, et puis ceux qui ambitionnent d'y être. Je voudrais remercier tout le monde, Madame le ministre, Madame le consul général, tous les collaborateurs, remercier les associations, Monsieur Sam. Vous avez été là, vous avez été même partenaire co-organisateur de cette manifestation. Vous n'avez pas cessé d'accompagner, d'être présent. Nous vous encourageons dans cette direction et nous demandons que vous soyez les interlocuteurs permanents et vigilants, n'est-ce pas, de cette initiative. Je vous entendais dire, on va aussi jeter des cailloux, mais jeter toujours, c'est bien de les jeter. Bon, quelquefois nos crânes vont les ramasser, mais c'est ce que nous aurons mérité. Je sais que vous en jetterez juste pour nous permettre d'aller plus avant, d'aller avec beaucoup plus d'engagement, parce que nous avons assez encaissé d'échecs, nous n'avons plus le droit d'en encaisser, et c'est pourquoi nous sommes là pour remercier tout le monde et pour vous donner rendez-vous. Peut-être nous, bientôt ou assez lointain, ce n'est pas le plus grave. Le plus important, c'est qu'au quotidien, le bureau économique de l'ambassade soit avec les partenaires nationaux et les partenaires privés avec la diaspora pour faire avancer la cause de notre pays, c'est-à-dire la cause de nos enfants, la cause des générations futures. C'est notre responsabilité. Je vous remercie. Merci.